Bienvenue dans Une semaine dans le monde, c'est toute l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Daniel, grand reporter au Nouvel Observateur. Merci d'être avec nous, bonjour. Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis on attend d'un instant à l'autre Jean-Sébastien Ferjou, directeur et fondateur d'Atlantico, qui doit nous rejoindre. Alors l'actualité politique de la semaine ici en France, à moins de 2 mois maintenant du premier tour, a été marquée par le retrait de 2 personnalités de la course. D'abord, un candidat potentiel, François Bayrou, qui a mis fin au suspense cette semaine en ralliant Emmanuel Macron. Et puis un candidat déclaré et même adoubé par le vote de quelques 7000 militants verts, Yannick Jadot, qui renonce, c'était hier, au profit de Benoît Hamon. Jusqu'où ira ce phénomène de regroupement et d'écrémage? Écoutez Yannick Jadot qui appelait hier Jean-Luc Mélenchon à rejoindre sa nouvelle alliance avec le PS, suivi de la réponse de l'intéressé. Alors Jean-Luc, parlons-nous, continuons à travailler et créons cette grande espérance autour d'un rassemblement. C'est pas facile, je peux te le dire pour moi, ça n'est pas facile. Eh bien, mais faisons-le ensemble. Je ne ferme aucune porte. Ce n'est pas moi qui ferme les portes. Je suis prêt à discuter. On a entendu votre appel au dialogue. Si Benoît Hamon me dit « je te propose le principe d'une candidature unique », je regarderai ce qu'il me propose. Ce n'est pas ce qu'il fait, Madame Salamé, mais je le regarderai quand même. Sarah Daniel, quand on regarde cet échange, ça donne l'impression d'une réelle bonne volonté de Jean-Luc Mélenchon à y aller, ou juste d'un coup de bluff. Il n'avait pas vraiment le choix finalement hier, un peu pris de court par l'annonce de cette alliance, un peu obligé de laisser la porte ouverte. Oui, absolument, vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment un coup de bluff. Il n'a aucune intention d'y aller. Si on examine le programme, ils sont souvent pas d'accord, donc je vois pas pourquoi, et ça n'est pas dans son intention. Même si politiquement, il aurait peut-être intérêt à y aller, après on peut imaginer que ça lui garantirait un certain nombre de postes, mais là je pense que en fait, voilà, on a atteint la limite des regroupements là maintenant. Et pourquoi pas, Ziad, un désistement d'Hamon pour Mélenchon finalement? C'est un peu ça que semble dire Jean-Luc Mélenchon. Non, mais les socialistes peuvent se suicider, mais pas à ce point-là quand même. Donc il incarne la légitimité du parti. Il peut pas se rendre les armes vis-à-vis de quelqu'un qui a lutté contre ce parti depuis des années. Donc je pense que tout ça fait partie comme disait Sarah, une espèce de cinéma de campagne. Ça veut dire que c'est impossible d'envisager une candidature unique? Ça me semble totalement impossible. C'est leur intérêt de rassembler les gauches de la gauche, parce qu'on parlera peut-être tout à l'heure de Macron, mais je ne vois pas comment ces 2 personnalités qui sont... Et puis même sur le plan, enfin moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais même sur le plan idéologique, je pense qu'il y a quand même des divergences assez fondamentales entre la énième République mélenchoniste révolutionnaire et Benoît Hamon. Je pense que c'est quand même pas la même chose. Sur le revenu universel, sur l'Europe, sur la Russie, il y a des grandes divergences. Et peut-être pas plus qu'entre candidats à la primaire de gauche, finalement, dans ce qu'on avait assisté à la primaire socialiste. Certainement, mais bien sûr. Et je salue au passage Jean-Sébastien Ferjou qui nous a donc rejoint. Jean-Sébastien Ferjou, on parlait donc de l'annonce hier de cette alliance entre Yannick Jadot qui se désiste donc au profit de Benoît Hamon. Et que va faire donc maintenant Jean-Luc Mélenchon? Hier, il a entrouvert un peu la porte à une nouvelle rencontre. Il a semblé aussi un peu pris de court finalement par cette annonce d'alliance. Aujourd'hui, il s'est empressé de la refermer au sortir d'un déjeuner avec Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Est-ce qu'il faut y voir un lien? Est-ce qu'il a obtenu, Jean-Luc Mélenchon, des réassurances des communistes sur le fait qu'ils le laisseront mener sa campagne jusqu'au bout? S'il en tire la conclusion que vous citez, oui, manifestement, c'est qu'il a obtenu une forme de garantie des communistes, puisque la question de ces signatures pouvait se poser. Et on voit bien que les communistes sont d'ailleurs, à vrai dire, assez divisés sur l'attitude à avoir vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a une partie du Parti communiste qui est plutôt dans une démarche de pureté idéologique et donc qui considère que Jean-Luc Mélenchon est un candidat préférable à Benoît Hamon, notamment pour les divergences qui étaient évoquées plus tôt, et puis une partie du Parti communiste qui résonne un peu plus de manière pragmatique et pas forcément que politicienne, parce qu'il y a un double raisonnement. L'un étant sur l'intérêt d'un accord électoral avec le Parti socialiste pour pouvoir préserver des circonscriptions, éventuellement gagnable par les communistes, et l'autre étant, après tout, si on a un accord électoral, on peut peser sur un gouvernement, là où si on est totalement à l'extérieur, mais on est contraint de regarder les trains passer. Donc je pense que là, Jean-Luc Mélenchon avait un vrai enjeu qui était effectivement de verrouiller ces soutiens-là, parce que sans le soutien du Parti communiste, France Insoumise, son mouvement, c'est un mouvement quand même à la structure assez lâche, qui n'a pas les relais territoriaux dont il a vraiment besoin pour faire une campagne présidentielle. Cette question du maintien ou du retrait de Jean, même si elle semble totalement effectivement hors de propos à l'heure qu'il est, elle est importante parce que quand on regarde les sondages, alors
qui valent ce qu'ils valent évidemment, mais même on regarde les rowling de l'IFOP qui sont à peu près stables dans le temps. On va peut-être voir là. Alors là, c'est un sondage pour le coup Opinionway pour les Échos où si on additionne les voix des 3 candidats de la gauche, alors on peut déjà, enfin je ne sais pas d'ailleurs si on peut le faire, mais en tout cas Jadot-Hamon, a priori il n'y en aura plus qu'un. Et si on additionne avec Mélenchon, on a un candidat qui a peut-être une chance unique de se qualifier pour le second tour, ce qui semblait jusque-là impossible. Ça changerait totalement, Sarah Daniel, la donne d'une campagne qu'on disait jusqu'à présent, en tout cas il y a encore quelques mois, c'était une campagne dominée par un vote anti-gauche ou anti-Hollande. Ce serait évidemment plus du tout le cas si on avait un candidat unique de la gauche demain qui en plus ne peut plus être Hollande de toute manière. Oui, non, on pourrait le souhaiter, mais ça fait en tout cas peser un poids incroyable sur les épaules de Mélenchon, parce qu'il va donc prendre le risque... Parce que vous voyez, ça fait 24, si on a dit. Oui, c'est ça. Il va prendre le risque, s'il le refuse, d'être celui qui va peut-être faire un pont d'or à Marine Le Pen. Je veux dire, c'est quand même un risque inconsidéré. Oui. Mais... ça vous semble complètement illogique comme raisonnement? Je pense que c'est pas l'intérêt ni de l'un ni de l'autre. Oui. Sauf de sauver la gauche, mais est-ce que l'objectif c'est de sauver la gauche? Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais il me semble que l'intérêt de Benoît Hamon, c'est de récupérer ce qui est récupérable du Parti socialiste d'une manière ou d'une autre, et de s'imposer comme étant le reconstructeur et le refondateur du Parti socialiste, ce qui n'est pas du tout la démarche d'un Jean-Luc Mélenchon qui a envie de créer une espèce de gauche révolutionnaire, de manger tout ce qui est de l'autre côté. Donc je ne vois pas le terrain. Mais il joue la défaite, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'un des deux se qualifiant face à Marine Le Pen au deuxième tour, tout redevient possible finalement pour la gauche. Là, on fait des additions qui n'existent pas en politique. En politique, il y a des dynamiques qui existent, parce qu'à supposer qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon soit s'allie avec Benoît Hamon, soit ne soit pas en état de se présenter s'il n'avait pas les signatures, ce qui paraît de moins en moins probable, il y aurait de toute façon une partie de son électorat qui pourrait se reporter vers d'autres petits candidats, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. On voit bien que dans les reports de voix possibles dans un deuxième tour, il y a une partie de l'électorat Jean-Luc Mélenchon qui est prêt à aller vers Marine Le Pen. Donc on ne peut pas considérer qu'en bloc ça se passerait de cette manière-là. Vous avez raison, mais en même temps ça c'est des cuisines électorales. Il y a quand même une posture morale face à Marine Le Pen. Encore une fois, le sens des responsabilités, c'est simplement ce que les électeurs, eux, font. Donc les électeurs, ils ne sont pas dans la cuisine électorale, ils sont dans des choix. Mais je veux dire, pour les candidats, il y a l'affichage des leaders. Il y a quand même une volonté tout d'un coup de s'afficher face à Marine Le Pen en dehors des... Bien sûr, mais je pense que ça reflète en fait leur doute d'être véritablement qualifiable pour le deuxième tour. Parce que si réellement ils pensaient que cette chance-là était à leur portée, je pense qu'ils y travailleraient de manière un petit peu plus active. Est-ce la cause de cette nouvelle dynamique unitaire? Alors on en est vraiment qu'à ses prémices à gauche. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron avait lancé le mouvement, lui en engageant le soutien en milieu de semaine, soutien inattendu de François Bayrou, le maire de Pau, qui pour la première fois en 22 ans ne sera donc pas candidat à une élection présidentielle. Il faut remonter à 1995. Ça a permis en tout cas à Macron d'enregistrer un frémissement dans les derniers sondages. On l'a vu, il est à 23 et plusieurs sondages maintenant confirment qu'il reprend un peu du terrain perdu sur François Fillon et se réinstalle en deuxième place, même si évidemment on est largement dans la marge d'erreur. C'est un tournant dans la campagne, comme l'a dit Emmanuel Macron, Ziad. Moi, je trouve que ce monsieur c'est un phénomène. D'abord, il est résistant. Vous parlez de Macron, pas Bayrou. Non, mais Bayrou, je veux dire, j'aime beaucoup Bayrou, comme vous dites. Non, mais c'est que Macron, parlant de Bayrou, parle d'un tournant dans la campagne, ce ralliement. Oui, c'est un tournant dans la campagne, parce que ça lui donne un ancrage au centre, qui est très important. Ça lui oblige aussi à faire un choix de quitter une partie de ses soutiens de gauche. Il y a l'idée quand même qu'on voyait très bien, en particulier dans le livre « Ce que ne doit jamais dire un président », de créer une espèce de nouveau parti social-démocrate dans une espèce de reconstruction. C'est une idée très hollandienne. On va voir ce que vont faire les Hollandais. Mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire ce monsieur qui est apparu comme une comète avec ex-ministre de Hollande, qui est arrimé à la seconde place, qui a de fortes chances d'être au second tour, qui a proposé aujourd'hui un programme économique qui n'est pas aberrant, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui n'est pas aberrant, qui crée du tort à la droite, puisqu'il suffit de voir le déchaînement de la presse de droite contre Macron pour se dire qu'il y a vraiment un problème pour eux. Donc on se plaignait d'une espèce de campagne jouée d'avance par Fillon contre Madame Le Pen. On découvre un troisième personnage. Je rappelle quand même si ce n'est pas un argument qu'il n'a pas 40 ans, et que d'une certaine manière, même si c'est pas vrai, il incarne une forme de renouvellement. Et c'est assez surprenant.
Quand on regarde, tout est quand même dans le même si c'est pas vrai. Oui, mais comme vous dites, il y a des dynamiques. C'est vous qui parlez de dynamique. Il a une dynamique qui le porte. Même quand il dit des conneries, d'ailleurs, ou quand il va trop loin, les gens finissent par se dire... Ça fait partie du personnage, c'est quelque chose. Et puis on s'aperçoit qu'il a le direct du droit assez dur aussi, puisque aujourd'hui il a envoyé un missile bien senti sur Monsieur Fillon, il a répondu à Mme Taubira. Donc je trouve que c'est pas le freluquet qu'on a un peu... Non, c'est pas le freluquet, mais en même temps ça l'ancre aussi dans ses atermoiements. Et maintenant il est obligé de se dévoiler plus. Oui. Et avec. Mais il était temps en même temps. Mais enfin, c'était quand même le candidat du pas de concession avec les appareils partisans, etc. Là il va être obligé maintenant de donner un peu des gages à Bayrou. Et ensuite, on voit aussi qu'il hésite. C'est un coup à gauche, un coup à droite. Sur la colonisation, ensuite sur le mariage pour tous. Voilà, il est un peu dans une alternance où on sent qu'il essaye aussi de rassembler un maximum de voix. Et en même temps, quand on voit le programme économique, 120 000 postes de fonctionnaires en moins, les déficits ramenés très rapidement sous la barre des 3%. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que ça illustre pas la définition que François Mitterrand donnait au centre, il est ni de gauche finalement. Ni de gauche ni de gauche. Ou ni de gauche ni de droite. À supposer que la gauche ait vocation à avoir des programmes économiques absurdes, oui, mais ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos de ce point de vue-là. Non, je pense que l'évolution d'Emmanuel Macron, elle s'explique par l'histoire du libéralisme. Le libéralisme est une famille, une idéologie qui est apparue à gauche, puisque c'était le primat mis sur l'individu face à des idéologies qui, elles, privilégiaient plutôt la nation ou le groupe, la communauté. Et puis, il était parti à droite sous la pression, justement, le communisme, le groupe était devenu plutôt à gauche, et puis le capitalisme était plutôt favorable à la liberté individuelle. Et avec la mondialisation, avec les inquiétudes identitaires, avec le besoin d'ancrage, de référents, on est revenu justement plutôt à droite, à une demande de groupe. Et donc Emmanuel Macron, tout comme le libéralisme au sens large, il revient un peu plus vers la gauche. Maintenant, je pense qu'il y a une forme de cohérence dans son positionnement. Maintenant, effectivement, il y a une ambiguïté, parce que le projet exposé dont vous parliez tout à l'heure de François Hollande, lui, c'était de recréer une espèce de parti social-démocrate ou social-libéral débarrassé des oripeaux socialistes. Je pense que le projet de François Bayrou, et je ne sais pas si Emmanuel Macron l'a vraiment perçu comme ça, c'est plutôt de recréer l'UDF. L'UDF, c'était l'alliance des libéraux et de la démocratie chrétienne. 2 Français sur 3, ce que voulait faire en fait Valéry Giscard d'Estaing. Exactement, ce qui était le projet de Valéry Giscard d'Estaing, mais clairement quand même sur un territoire au centre droit. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment choisi. Là, pour le coup, effectivement, la phrase de François Mitterrand se révèle assez juste. Le centre n'est ni à gauche ni à gauche. Oui. Et d'après vous, c'est parce qu'on a longtemps dit c'est un fait d'une bulle sondagière. On peut toujours pas le dire parce qu'il n'a pas été testé électoralement, mais enfin, ça se confirme de sondage après sondage. On peut voir l'impact qu'il y a dans une vraie bulle sondagière. Ce serait quelque chose dont tous les médias parleraient sans que ça n'intéresse aucun électeur réel dans le pays. C'est pas le cas. Il y a un vrai phénomène Emmanuel Macron. Maintenant, reste à voir quand même s'il est capable de ne pas s'effriter d'ici la fin de la campagne, parce que les sondages dont vous parliez, il y a eu effectivement un vrai mouvement avec l'arrivée de Bayrou. Ça a redonné des couleurs à sa candidature qui avait rencontré un peu de difficulté. Un mauvais procès à la presse en disant qu'ils avaient créé le phénomène Macron, alors qu'il y a un phénomène Macron. Il y a quand même eu quelque chose de révélateur. Il y a quand même eu quelque chose. Mais il a bénéficié d'une exposition médiatique. Mais il y a quand même eu quelque chose d'assez révélateur. Il y avait vraiment un phénomène sur. Mais il y avait un phénomène qui a quand même été créé. Et le problème, je dirais juste pour finir, c'est que son électorat est extrêmement volatile. Donc est-ce qu'il va pouvoir confirmer et l'arrimer? Une sédimentation. C'est-à-dire il y a deux choses qui se passent. Il y a effectivement son électorat qui est le plus volatile des électorats, même si là il se stabilise un peu dans les dernières enquêtes d'opinion. Après, il y a aussi un énorme réservoir de voix, puisqu'il faut regarder les indices de participation. Pour l'instant, on est à quasiment 40% d'abstention. Ça peut être une élection de mobilisation différentielle. On peut imaginer que François Fillon, dont le socle naturel a quand même vocation à être plus élevé que celui-là, on l'avait bien vu, après la primaire, il était plutôt devant Marine Le Pen, d'ailleurs plutôt à 28. Alors après, les doutes sur son programme ou les affaires le concernant l'ont affaibli. Mais si on sort de ça, l'électorat de droite, il ne s'est pas évaporé, il est encore là. Et d'ailleurs, c'est ce qui pourra bénéficier aussi, pris autrement, à Benoît Hamon, avec un réflexe de vote utile. Alors vous parliez justement des affaires, et celle qui reste en tête du premier tour, Marine Le Pen, n'est pas épargnée, puisque elle est à son tour rattrapée par cette affaire. Et les électeurs s'en foutent. Je vois déjà... Ces électeurs s'en foutent. Oui, alors justement, c'était le sens de ma question, mais au-delà de ça, puisqu'il semble effectivement attester maintenant que les premières, en tout cas la première mise en examen, celle de sa chef de cabinet, n'a
pas eu de répercussions dans les premiers sondages quotidiens. La ligne de défense pour l'heure de Marine Le Pen qui refuse donc d'être entendue par la police et de se retrancher derrière son immunité de députée européenne. Est-ce que ça, c'est la bonne stratégie ? Oui, moi je trouve que c'est tout à fait la bonne stratégie. Elle n'a pas de temps à perdre dans sa logique à elle. Elle a l'immunité parlementaire. Pourquoi se rendre à une convocation où, à la limite, tous ses électeurs pensent qu'elle a bien joué. Et même si d'aventure, il était prouvé qu'elle avait en effet détourné une partie de l'argent européen, ces électeurs qui n'aiment pas l'Europe trouvent que c'est très bien, qu'elle a très bien joué. Mais c'est pas seulement ça. Je pense qu'il y a aussi autre chose. C'est pas juste du détournement, parce que ça, c'est une qualification juridique. Après, il y a aussi la logique. Alors la logique, parfois, elle correspond pas exactement aux définitions juridiques. On voit bien que le Front National est un parti, alors même qu'il est le premier parti de France. Les sondages le répètent les uns après les autres, et pas seulement les sondages. Il y a eu des élections qui l'ont montré au régional, etc. avant. Est un parti qui n'arrive pas à se faire financer. Donc Arnaud Montebourg disait le parti de l'étranger qui est obligé d'aller chercher de l'argent. Bah oui, puisque aucune banque française n'accepte de financer le premier parti français. Donc il y a un moment, effectivement, c'est plus difficile pour le Front National de payer des gardes du corps alors qu'ils en ont besoin. Donc d'une certaine manière, je suis pas en train de la défendre du tout, mais je comprends pourquoi ces électeurs peuvent se dire que dans un système c'est un argument d'une certaine manière cherche à entraver en permanence le Front National, et c'est une espèce de donnant-donnant. Je pense que le tout est négatif. Ce qui est surprenant quand même dans tout ça, c'est d'abord le peu de débat sur le fond, parce qu'on s'aperçoit que la seule idée qui a un peu bougé tout le monde, c'était le revenu universel, qui était une idée de Benoît Hamon, mais depuis, il n'y a rien qui est sorti de cette campagne sur le fond. Et la deuxième chose que je trouve un peu surprenante, oui, on va l'enlever, puis on va la remettre, enfin, tout ça c'était un peu incohérent. Et puis la deuxième chose, je trouve aussi cette espèce de nouveau de fascination pour Marine Le Pen, de nouveau le danger le pénis, de nouveau ça va être la catastrophe, de nouveau, et on ne parle que de ça, sachant que ses probabilités quand même d'être élue au second tour, elle a quand même ce plafond de verre qui est là, et on est de nouveau en train de recréer ce phénomène permanent de l'ombre le pénis sur les élections françaises, mais parlons du fond, que les autres parlent précisément, du fond. Mais précisément, le fond, on en parle malgré tout. Effectivement, là, on était très concentré sur les affaires, mais la sortie de l'euro, c'est un sujet. C'est un sujet qui mobilise. Tout le monde sait que c'est de la blague. Mais tout le monde sait que c'est de la blague. Non, c'est votre avis à vous. C'est votre avis à vous. Ça n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est pas le sujet. Moi, je parle de ce que les électeurs peuvent avoir. C'est la même chose des projets de Trump. Et puis bon, on voit complètement absurde de dire c'est de la blague. Il n'y a que des choses qui coûtent quelque chose. Se mettre dans une des élections, on a parlé le plus du fond, la tenue des débats. Non, mais surtout, c'est révélateur du nouveau clivage de la vie politique française, parce qu'il y a deux espaces-temps. Il y a le vieux clivage droite-gauche qui continue à exister. Il y a des valeurs de gauche, il y a des valeurs de droite sur les questions de société, sur l'école, etc., sur des tas de questions. Et puis on voit qu'il y a un nouveau clivage qui est apparu, qui est la mondialisation, stop ou encore. Et ça, c'est vraiment le clivage Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et dans un sens qui, sociologiquement d'ailleurs, n'est pas favorable à Emmanuel Macron. Un clivage libéral, anti-libéral qui se superpose en effet au vieux clivage. Et on va voir ce que ça donne en dessin. On prendra d'ailleurs sur le temps. Donc j'annonce d'ores et déjà à la régie qui m'écoute qu'on va certainement reprendre avec un peu de débord sur la deuxième partie de ce débat. Mais on va d'abord regarder les dessins que vous nous avez amenés, Laure. Ouais. Alors, il y a une pléthore de dessins là, sur l'actualité politique de la semaine. On va commencer par l'épisode Macron, avec ce dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Le Vif, l'Express. Bayrou, donc après quelques jours de suspense, lève le voile sur sa candidature. Je vous présente, dit-il fièrement, le nouveau moi. Et nous avons là l'auguste statue de Macron. J'aime beaucoup son nez particulièrement long. Tout le monde saura à quoi il fait référence, et le regard malicieux. Cet autre dessin de CAC, vous êtes aimable. de CAC, dessinateur français pour l'opinion. Alors là, c'est dessin d'après Monty Python, Sacré Graal. On les a presque tous là, les candidats en chevalier de la table ronde à la recherche du Graal. Bon, le Graal, dans ces cas-là, on sait que c'est le fauteuil de François Hollande. On parlait tout à l'heure des ni droite ni gauche. Et ben voilà, ce sont les chevaliers du nid. Personne ne sait exactement ce qu'ils veulent, dit Fillon à Benoît Hamon, pardon. Cet autre dessin de Camille Bess pour Marianne, on l'aime beaucoup. Macron en marche arrière, ce coup-ci. Elle a poussé le vice jusqu'à mettre à l'envers le droite-gauche. Hein. Vous disiez tout à l'heure, un pas à droite, un pas à gauche. Il y a un petit peu du rétro-pédalage. Et puis alors, ce dessin aussi assez drôle de Goutal, dessinateur français. Hein. Ben, évidemment, à vouloir ratisser large, on risque de se prendre un râteau. Hein. Macron, le candidat qui ratisse large. Enfin, l'avenir le dira. Cet autre dessin de Mi
millions. Là, maintenant, on passe à Marine Le Pen. On sait qu'elle a été en visite à Beyrouth cette semaine et qu'elle a refusé de se voiler devant le grand moufti. Et donc, millions dit non, Marine Le Pen, c'est tout de même voiler. Voiler quoi? Eh bien, voiler la face. Ou ça des perquisitions, ou ça des mises en examen, et personne ne moufte. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ceci dit, vu de l'étranger, ce dessinateur belge qui s'appelle Coste, pour Le Soir, fait là un espèce de portrait de Marine Le Pen dont l'ombre plane quand même sur le visage politique français, le paysage politique français. Puis on a ce dessin d'Antonio, dessinateur portugais, qui montre une Marine Le Pen qui grignote clairement du terrain. Alors la France, évidemment, représentée par le bon fromage. Les symboles sont utiles dans ces cas-là. En voilà un qui est dans les starting blocks aussi, évidemment, pour placarder l'affiche de Le Pen sur le symbole européen. Et puis, si on continue, on a Hamon, du côté de Hamon. Qu'est-ce qui se passe? Hamon s'entoure de tous les courants du PS. On se rend compte qu'effectivement, les courants du PS, c'est des requins et qui finissent par isoler quand même dans son propre camp le candidat. Que fera l'électorat du PS? On n'en sait rien, et puis on va peut-être voir ça dans la deuxième partie. Oui, on va avoir même d'autres sujets dans la deuxième partie, Laure, avec les dessins que vous nous avez apportés. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.